Modification des populations au cours du temps. Troisième partie, on va s'intéresser aux pinsons de Darwin et à l'adaptation proprement dite. On commence avec l'histoire des pinsons de Darwin, ou comment la dérive génétique et la sélection naturelle peuvent être à l'origine de nouvelles espèces, c'est-à-dire la spéciation. Donc je vous rappelle que Darwin, au cours de son voyage autour de la Terre qui devait durer 2 ans, qui a duré 5 ans, s'est arrêté en 10e étape aux Galapagos, donc à l'ouest de l'Amérique du Sud, et a noté 13 variétés de pinsons différentes. Je vous rappelle que pour Darwin, la notion d'espèce n'est pas très claire, et pour lui, il parle plutôt de variants. Donc la révélation de Gould est l'ébauche de la théorie de l'évolution par isolement géographique. Darwin est revenu en Angleterre le 2 octobre 1836. Il a ramené avec lui des pinsons qu'il a naturalisés, identifiés, provenant de telle île, etc. Il les avait rangés un peu dans son placard. Et puis Gould un jour est tombé dessus, il les a étudiés et il a conclu que chaque variété de pinson est une espèce. Si on s'intéresse à la biogéographie insulaire, on a de nombreuses îles. Sur ces îles, présence d'espèces absentes sur le continent voisin. Donc ça pose un problème. Les pinsons ressemblent à certaines espèces du continent. Pourtant, il y a plus de 1000 km à vol d'oiseau et aucune de ces espèces n'existe en Amérique du Sud. Donc on peut raisonnablement dire qu'il n'y a pas d'ancêtres communs, que les oiseaux ne sont pas partis d'Amérique du Sud, ont volé 1000 km pour s'installer sur les îles Galapagos. Par contre, on peut plus raisonnablement penser, vu la théorie de l'évolution de Darwin, qu'une seule espèce, ancêtre commun, s'est installée sur les îles et par dérive génétique, sélection naturelle a fourni plusieurs espèces. Alors vous allez me dire comment un tout petit oiseau peut parcourir 1000 km. Tout simplement par un cyclone. Les cyclones circulent, ce sont des tourbillons de vent. Dans l'œil du cyclone, il n'y a pas de vent, c'est calme et souvent des oiseaux se font prendre dans les cyclones et ils sont entraînés avec dans l'œil, donc ils passent leur temps à voler, ils sont au repos parce qu'ils ne sont pas dans les vents violents, donc ils sont entraînés par l'œil du cyclone et finissent, quand le cyclone arrive au niveau du Nil, à réussir à se poser. Donc on peut supposer que des oiseaux sont arrivés par des cyclones sur les îles Galapagos. Cet ancêtre commun, c'est le sporophile obscur, Tiaris obscura. Donc on en retrouve dans le sud de l'Amérique du Nord une population qui se trouve géographiquement proche des îles Galapagos, la population numéro 4. Donc les pinsons des Galapagos, on en a beaucoup d'espèces, donc plusieurs variétés. Je vous rappelle qu'on a déjà travaillé sur Geospiza fortis. On a les îles, alors on distingue les îles par des groupes. On a les îles principales, les grandes îles 1 et 2, et on a les groupes d'îles périphériques. Donc le groupe 3 avec Hispaniola, San Cristobal, l'Équateur, Genovesa, et on a le groupe 4 avec Culpeper et Weinman. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu colonisation, diversification. On suppose que le sporophile obscur, à la forme ancestrale, terrestre et granivore, venue d'Amérique, vers 2,3 millions d'années. Elle s'installe dans les groupes d'îles 1 et 2. Il ne faut pas oublier que pendant 2,3 millions d'années, les îles ont évolué. C'est-à-dire qu'au départ, elles ne ressemblaient pas à ça. Elles étaient beaucoup plus petites. Et donc, en fait, les principales îles 1 et 2 sont les plus anciennes. Elles étaient plus petites à l'époque. Les îles 3 et 4 n'existaient quasiment pas. Il y a une diversification qui s'est opérée. Les pinsons à gros bec, comme les Geospiza et les Platyspiza. Ils ont occupé les niches granivores, terrestres, arboricoles. Camarhynchus, par contre, lui est insectivore, donc dans les arbres plutôt. Les insectivores arboricoles au bec allongé sont représentés par les Certida et les Pinaroloxia. Et vous avez Cactospiza qui utilise des épines de cactus pour embrocher les insectes dans les trous des troncs. Donc vous avez plusieurs variétés de pinsons qui ont des alimentations différentes, qui se sont adaptées. Alors attention à cet abus de langage. Quand on dit qu'un animal s'est adapté, il n'a pas la volonté de changer. On verra ça plus tard.
Donc à partir des îles centrales, il y a eu des migrations par vagues successives qui ont permis le peuplement des autres îles. Et ça a été d'autant moins important que les distances sont longues, on est bien d'accord. Plus les îles sont loin, moins vous avez de chances que des oiseaux y arrivent. Donc très peu d'oiseaux s'y sont installés. Effet fondateur, on a vu ça dans la vidéo partie 2. Donc très peu d'allèles apportés avec cette petite population, donc une forte dérive génétique. Donc si on regarde la répartition des pinsons dans le tableau en fonction des niches écologiques et des îles, on va s'intéresser à Geospiza scandens. On le trouve, donc c'est un mangeur de cactus, dans les îles 1 et 2. Donc, ensuite, Geospiza conirostris. Lui, on va le retrouver uniquement sur des petites îles. Donc on peut dire qu'il y a eu un isolement reproducteur géographique. Un ancêtre est venu des grandes îles, il est parti, il s'est installé sur les petites îles, il a évolué et ça a donné Geospiza conirostris. Un exemple de dérive génétique et de sélection naturelle lié cette fois à un caractère sexuel qui serait à l'origine d'un isolement reproducteur. On a déjà travaillé dans le chapitre 3 sur les sonagrammes des oiseaux. Vous avez ici donc à droite les photographies des oiseaux, à gauche vous avez les sonagrammes correspondant à la taille des becs des oiseaux. Et vous voyez que il n'a pas de sonagramme identique pour deux becs différents. Chaque bec va jouer le rôle d'une caisse de résonance et va produire son propre son. Donc on peut judicieusement penser qu'il sera difficile pour un gros bec, qui va certainement sortir de son grave, d'aller séduire une femelle avec un petit bec tout fin et un petit sifflement très fluet. L'importance de la taille du bec dans le choix du partenaire sexuel chez les pinsons des Galapagos. Donc j'aime bien cette petite image là. Ouhouhou, kiwit, bien sûr. Bon, c'est comme quand vous êtes en vacances, vous rencontrez un bel anglais, vous comprenez rien, vous êtes complètement amoureuse, vous lui faites des bisous, vous sortez ensemble, mais bon, au bout d'un moment, vous communiquez pas, vous comprenez rien, alors vous arrêtez tout. Bon, bah les oiseaux, ils se font pas des bisous en fait. Dès le début, s'ils se pichent pas, ils s'approchent pas. Bon, j'ai pas scanné, c'est pas bien droit, j'ai pas scanné comme il faut, c'est pas grave, c'est lisible quand même. Alors, sur ce premier diagramme, vous avez la taille du bec dans la population, en axe désordonné la fréquence des pinsons, en pourcentage du nombre d'individus, en bleu les mâles, en jaune les femelles, et en abscisse la taille du bec. Donc si on prend par exemple, en unité arbitraire, un bec de taille 2, vous voyez qu'on a quasiment autant de mâles que de femelles. On a quelques petites variations pour les tailles 1, les tailles 4, etc. Mais globalement, là où on a le plus de pinsons, à chaque fois on a quasiment kiff-kiff des tailles de bec identiques chez les mâles et la femelle. Donc la taille du bec au sein du couple, cette fois on étudie des couples proprement dits. Vous voyez que chaque point rose est un couple. Vous avez en ordonnée la taille du bec des mâles, en abscisse la taille du bec des femelles. On a quasiment tout le temps, donc sur une droite de régression, des couples avec des tailles de bec identiques. On a quelques points qui s'individualisent, comme par exemple des femelles avec un bec de taille 4,5, où on a un mâle qui a un bec plus élevé que 5. Vous voyez, c'est assez rare, mais on reste quand même dans le 4,5-5 et on va produire des sons identiques. Vous n'avez pas des femelles qui ont un taille de bec 2 avec un mâle qui a un taille de bec 5. Vous voyez, ça ne se voit pas. Donc globalement, on a fait une droite de régression. Pourquoi? Parce que quasiment tout le temps, les deux becs ont à peu près la même taille. Donc ici, vous avez forcément un isolement reproducteur lié à un caractère sexuel. Seuls vont s'attirer entre eux et se reproduire entre eux les individus qui ont des becs de taille très proche, produisant des sons très proches, et donc des chants nuptiaux qui seront compréhensibles par le sexe opposé.
Alors, comment opère le processus de sélection naturelle dans la spéciation? C'est bien beau de comprendre comment ça fonctionne, mais ce serait bien de voir un exemple. On résume. Une mutation, c'est une variation du phénotype. Les mutations sont défavorables et contre-sélectionnées. Donc si elles apportent un désavantage, elles ne vont pas être sélectionnées par le simple fait que l'individu ne va pas survivre, ne va pas se reproduire, donc la mutation ne va pas être conservée. Par contre, la reproduction et les mutations produisent une nouvelle variation. Les individus porteurs d'une mutation favorable ont une plus grande chance de survivre et de laisser des descendants. L'ajout d'une dérive génétique par rapport au groupe d'origine induit la spéciation du groupe. Et on va pouvoir dessiner ce qu'on appelle un arbre de flux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre de flux? On va placer des légendes. Vous avez à la base une espèce ancestrale. Chaque petit point représente un individu de l'espèce ancestrale. La première ligne, c'est la génération 1. Et vous représentez l'avancée dans le temps. On arrive à la génération N. Oui, je ne me suis pas amusée à compter le nombre de lignes. Bref, génération N. On s'aperçoit qu'on a une évolution dans le temps. On a disparition de l'espèce ancestrale. Pourquoi? Parce qu'on a une bifurcation. On a un embranchement. Et on a une espèce intermédiaire qui apparaît, des individus rouges, des individus bleus. On est typiquement dans le cas de Geospiza fortis à petit bec et à moyen bec. Vous voyez, on est dans une espèce qui présente deux variants. Ils sont encore capables de se reproduire entre eux, mais progressivement peuvent être amenés, je sais pas moi, d'ici 100, 150 ans, 200 ans, 300 ans, 1000 ans, 3000 ans, on ne sait pas, à se séparer. Donc à chaque fois qu'on a un embranchement, on a une séparation, c'est-à-dire qu'on a un isolement reproducteur. Ce qui fait qu'on est parti d'une espèce ancestrale et on a obtenu trois espèces, l'espèce B, l'espèce C, donc à partir de l'espèce intermédiaire, majoritairement la population qui a conservé le caractère rouge avec le caractère bleu qui disparaît, et l'espèce D, donc la population qui a conservé le caractère bleu et qui a perdu le caractère rouge et qui fait que les deux groupes sont tellement distincts qu'ils ne communiquent plus entre eux et ne peuvent plus se reproduire. On va faire cet exemple des pinsons des Galapagos. Alors, vous avez l'arbre généalogique ici. On ne va pas tout faire. On va s'intéresser à cette branche-là. À Geospiza difficilis, Geospiza conirostris et Geospiza scandens. Donc ce sont des Geospiza, mais on a trois espèces qui se sont différenciées. On s'aperçoit que sur les îles, les grandes îles et les petites îles, on retrouve Geospiza candens et Geospiza difficilis. Par contre, Geospiza conirostris n'existe pas sur les grandes îles, mais que sur les petites îles. Donc là, on va utiliser nos connaissances. Si on a séparation de population et spéciation, c'est qu'on a eu isolement reproducteur. Soit on a un isolement géographique, soit on a un isolement lié à un caractère sexuel. Donc à votre avis, ici, qui s'est isolé géographiquement et qui s'est isolé par un caractère sexuel? Réfléchissons. Ceux qui sont sur les grandes îles qui vivent au même endroit, deux espèces voisines, elles vivent ensemble sur le même endroit, ce n'est pas un isolement géographique, mais certainement un isolement reproducteur lié à un caractère sexuel. Conirostris, par contre, on ne retrouve pas de conirostris sur les grandes îles, donc lui, on peut dire qu'il y a eu un isolement géographique. Son ancêtre a quitté les grandes îles, s'est installé sur les petites îles, et il y a eu dérive génétique et apparition de cette espèce. On résume ça sur un arbre de flux pour ces trois espèces. On part donc de l'espèce ancestrale. On a disparition de l'espèce ancestrale. Premier isolement reproducteur. Certainement un isolement reproducteur lié à un caractère sexuel. Ça a donné Geospiza difficilis. L'espèce intermédiaire. Isolement cette fois géographique. Et on a Conirostris et Scandens qui sont apparus.
Je vais vous présenter maintenant l'exemple d'un cas d'évolution à l'échelle des temps humains. L'adaptation chez le lézard Podarcis sicula. Ces lézards existent sur des petites îles situées à côté de l'Italie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En 1971, on a 5 couples de Podarcis sicula qui sont introduits sur Podmarcaru. Oh, vous allez me dire les noms, ça va être galère, hein. Je vais souvent bafouiller, mais bon. Bref, on a l'île à gauche, donc Podcopiste, qui est toute petite. Il y a 5 couples du lézard de cette île. Ce lézard s'appelle Podarcis sicula. Ces 5 couples sont introduits sur l'île voisine, toute petite, encore plus petite, Podmarcaru, et sur lequel vit Podarcis mellicelensis. Vous pigez? Une île avec son lézard, on prend 5 couples, on les balance sur une autre île où il y a un autre lézard. Et cette île, elle est encore plus petite. Et on va voir ce qui se passe. En 2004, on fait une analyse des populations de Podarcis sur Podmarcaru, donc la deuxième île, la petite. On est dans le genre Podarcis, mais on avait 2 espèces. On va regarder laquelle est prédominante. On s'aperçoit que mellicelensis, qui était présente à l'origine sur Podmarcaru, a disparu. Par contre, Sicula qui a été introduite prolifère sur cette petite île. Donc tous les individus de Podarcis sicula proviennent de la population source introduite. On a eu en parallèle une évolution morphologique rapide de ces Podarcis sicula, ceux qui venaient de la première île. Les mâles et les femelles ont une tête plus grosse que dans leur population d'origine sur l'île de Podcopiste. Ensuite, la puissance de morsure des individus est plus importante qu'à Podcopiste. Donc ces lézards qui ont été introduits sur cette petite île ont évolué. Ils ont dominé. Ils ont fait disparaître mellicelensis et en plus de ça, ils ont eu une évolution morphologique. Donc là, on est en plein dans la dérive génétique pour l'évolution morphologique et la sélection naturelle pour la disparition de mellicelensis. Il y a eu donc une évolution du régime alimentaire. Si on analyse les contenus stomacaux, graphique A, spring, on est au printemps, vous avez sur ce graphique la consommation en pourcentage des 2 populations de lézards, Podcopiste, donc la première île, et Podmarcaru, la deuxième île. On s'aperçoit qu'au printemps, donc sur la population de départ à Podcopiste, on a 7% d'individus qui mangent des plantes. Alors que sur Podmarcaru, la population qui a été fondée se nourrit à 34% de plantes. Bon, ils mangent aussi des arthropodes, mais globalement, la proportion de plantes mangées est plus importante au printemps. Et alors, à l'été, c'est encore pire. 4% seulement sur la population d'origine qui se nourrissent de plantes, alors que la population provenant de l'effet fondateur des 5 couples qui ont été introduits, 61% de cette population, non pardon, pas 61% de la population, 61% du régime alimentaire est constitué de plantes en plein été. Donc il y a réellement une évolution du régime alimentaire. Donc on a une diversification du régime alimentaire. Beaucoup de plantes riches en cellulose sont ingérées et digérées, alors que dans la population d'origine, ce n'est pas le cas. Donc on a eu forcément une évolution de l'anatomie intestinale. Je vous ai mis des belles photos là. On fait la dissection de A, B jusqu'à C. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que tous les individus de Podmarcaru ont des valves sécales, alors qu'aucun individu à Podcopiste n'en a. Alors une valve. Vous savez ce que c'est qu'une valve? Vous vous souvenez des valves cardiaques, hein? Ces espèces de 2 petites portes qui s'ouvrent, qui se ferment, qui s'ouvrent, qui se ferment. Ben, on a des valves sur les circuits. Donc quand on analyse le circuit digestif, on a des valves donc sécales qui sont dans le circuit digestif. Podarcis mellicelensis n'a pas de valve. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu croisement et récupération des valves avec mellicelensis. Par contre, 1% des squamates ont des valves, ceux qui sont herbivores. Donc c'est une possibilité, c'est un gène qui existe et qui a peut-être été réactivé.
Donc les valves, quel est leur rôle? Elles ralentissent le transit, elles forment des chambres de fermentation qui transforment la cellulose. Donc évolution de Sicula en 36 ans, en 30 générations. Je vous rappelle qu'on est parti de l'île Podkopis, la toute petite qui fait 0,09 km². On a pris 5 individus en 71, on les a introduits sur l'île Podmarkaru qui fait 0,03 km² et qui possédait lui un autre lézard, Podarcis mellicelensis. Il y a eu donc remplacement de l'espèce par l'espèce introduite, avec changement de régime alimentaire, avec modification morpho-anatomique de l'espèce introduite, changement de comportement, augmentation de la densité, de la territorialité. Donc l'évolution ici, elle a été très rapide. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cas de petites populations totalement isolées. Donc tous les individus de Podarcis sicula proviennent de la population source introduite et ont évolué. Donc au final, on dit tout le temps qu'un animal s'adapte, une plante s'adapte. Qu'est-ce que c'est qu'une adaptation? C'est une des réalités matérielles testables du processus de l'évolution. Donc à retenir, une adaptation est une innovation évolutive apparue par voie de sélection naturelle à laquelle on peut corréler un facteur de l'environnement qui lui a conféré un avantage. En langage de tous les jours. Une adaptation, ça y est, c'est la fin de la journée, je bafouille. Une adaptation, c'est une mutation qui est apparue, qui a été conservée parce qu'elle présentait un caractère sélectif avantageux, qui correspond à un facteur de l'environnement. Je sais pas moi, vous êtes un éléphant. Vous avez une grosse mutation génétique, vous avez les poils de votre ancêtre mammouth qui réapparaissent. Vous êtes en Afrique. Il fait chaud. Vous allez crever de chaud. Vous n'allez pas survivre. Mais si en même temps que cette mutation se fait, c'est-à-dire expression de gènes ancestraux, apparition des poils, vous êtes en période de glaciation, l'Afrique va se refroidir, ben vous êtes avantagé par rapport aux copains qui n'ont pas de poils. Donc, vous avez ici une adaptation. L'animal n'a pas choisi, mais c'est le hasard qui fait qu'une mutation avantageuse corrélée à un facteur de l'environnement fait que la population va changer et on dit qu'elle s'adapte au nouveau milieu. C'est un abus de langage. Comprenez bien que l'animal n'a pas fait le choix de s'adapter. C'est un effet de hasard. Donc qu'est-ce qu'une adaptation? L'adaptation n'est pas une volonté de l'individu, on est bien d'accord. Par définition, la sélection naturelle est la seule cause de l'adaptation. Toutes les caractéristiques d'un organisme ne sont pas nécessairement des adaptations. On est d'accord, hein? Vous pouvez avoir une caractéristique qui remonte à très longtemps, mais qui n'est pas une adaptation, et il se trouve qu'un jour, par hasard, elle sert à quelque chose. Mais elle n'est pas une adaptation. Et on a donc forcément, dans une adaptation, des contraintes physiques, un phénomène de dérive génétique, des contraintes phylogénétiques. Donc la théorie de l'évolution, elle n'incorpore ni but, ni destinée. Les animaux, les végétaux, les bactéries n'évoluent pas dans le but de quelque chose. Les variations, elles surviennent au hasard, elles sont imprévisibles. Les variations ne sont sélectionnées que si les conditions du milieu qui les favorisent existent. Et enfin, le devenir d'une espèce est imprévisible. La domestication, c'est une évolution qui a été contrôlée par l'homme. On fait des choix d'associer tel chien avec tel chien pour conserver tel caractère, ce qui fait qu'on a, à partir du loup européen, parce que je vous rappelle que les premiers chiens, en fait, c'était des loups domestiqués, hein, on a obtenu différentes variétés de chiens, à partir du loup indien également, du loup chinois et du loup nord-américain. Donc on est toujours parti d'un loup. Et vous voyez qu'on est sur des continents où les humains étaient installés, se sont sédentarisés et ont domestiqué ces loups. Et on a obtenu différentes variétés de chiens. On a fait la même chose pour les plantes. Donc ça, on va en reparler dans la domestication des plantes, la culture des plantes, le maïs, qui est maintenant une céréale prépondérante dans notre alimentation, est venu de la domestication d'une plante qui s'appelle la théocinthe.
Donc bien faire la différence entre sélection naturelle et sélection artificielle. La sélection artificielle, c'est un processus conscient, sous-tendu par une volonté et dirigé vers une fin. Alors quand on dit la fin, c'est pas la fin, la terminaison. C'est un but, c'est un ancien terme pour dire but. Donc comme par exemple l'évolution du cochon. On est parti de son ancêtre, l'ancêtre du cochon et du sanglier. Vous voyez la forme d'un sanglier, la masse la plus importante se trouve à l'avant du corps. Or, ce qui nous intéresse, nous, c'est la viande. Donc, on a par sélection, après domestication de certains sangliers, croisé entre eux des sangliers qui présentaient plutôt une masse musculaire importante sur l'arrière du corps et pas sur la tête. Donc, progressivement, on a obtenu des cochons qui avaient des petites têtes et un gros popotin. Pour les vaches, c'est pareil. On a sélectionné les individus qui nous intéressaient et aujourd'hui on parle de race à viande, de race à lait, etc. D'accord? Et pour le blé, c'est la même chose. Le blé cultivé ne perd pas ses graines alors que le blé sauvage perd ses graines. Donc dans la nature, un blé qui ne perd pas ses graines, c'est une anomalie, il ne va pas survivre. Si ses graines ne se détachent pas et ne peuvent pas tomber au sol pour donner d'autres individus, il n'y a pas de perpétuation de l'espèce. Donc le blé sauvage, normalement, ses grains se détachent. Mais l'homme a sélectionné des individus dont les graines présentaient une anomalie, le non-détachement des graines. Et c'est pratique pour ramasser. La sélection naturelle, elle, c'est tout le contraire. C'est un processus aveugle et automatique, indépendant de tout but préétabli. Et ça a donné des formes totalement différentes sur la planète. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Au revoir.